Bonjour à tous, je suis Philippe, fondateur du site whitehat.fr et aujourd'hui je vais t'expliquer comment démarrer dans la cybersécurité. Du coup, déjà pour commencer sur ce qu'on est en train de voir, on peut voir une pyramide. Nous, ce qu'on va viser en tant qu'expert en cybersécurité, c'est ce niveau-là, c'est le haut du panier. Pourquoi? Parce que le marché il est difficile, le marché il est concurrentiel, même si il est dit qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, viser le haut du panier, c'est quand même mieux que de viser le bas du panier parce que cette partie-là de la pyramide, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que la plupart des script kiddies et des petits hackers, ils connaissent cette partie-là. Déjà, avant toute chose, faut savoir qu'est-ce que tu recherches dans la sécurité informatique. Il y a 4 types de catégories. Il y a l'offensif, le défensif, l'OSINT et le forensic. Offensif, ça va être tout ce qui est test d'intrusion. En gros, c'est le mode attaquant. Défensif, ça va être tout ce qui est la surveillance, la défense. Donc, en gros, quelqu'un qui va justement rester dans le système alors que l'offensif, c'est celui qui veut s'introduire. Vous voyez ça un petit peu comme l'architecte et le cambrioleur. Le red team, ça va être le cambrioleur, celui qui va vouloir s'introduire dans la maison, et la blue team, l'architecte, c'est celui qui va construire et protéger la maison avec son système de caméra. Pour tout ce qui est OSINT, par exemple, enfin, si vous souhaitez devenir détective privé, l'OSINT, ça peut être pour vous quelque chose d'intéressant. Vous avez une grosse valeur ajoutée au métier. Le forensic, ça va être l'investigation numérique, donc ça va être tout ce qui est pour les enquêtes. Donc ça, c'est bien si vous travaillez pour une institution française. En fait, il y a plusieurs types de difficultés dans la cybersécurité. Déjà, là, j'ai fait un tableau, donc le lien de l'article du blog, il est en description, c'est sur le site. On peut voir que l'OSINT, c'est vraiment très accessible. En fait, c'est juste l'utilisation de logiciels. L'OSINT, c'est un peu le fouineur de Google, le fouineur d'Internet qui va aller chercher de l'information. Par exemple, avec l'OSINT, vous pourrez faire de la reconnaissance faciale, essayer de trouver un compte Instagram lié à un visage, par exemple. Avec Lozin, vous pouvez récupérer une adresse email et voir si elle n'a pas fuité dans une base de données leak et donc récupérer le mot de passe. En fait, Lozin, c'est un petit peu la base de tout. Lozin, c'est aussi récolter de l'information, pas forcément sur une personne, mais sur les logiciels utilisés d'un système informatique. En fait, Lozin, c'est Open Source Intelligence ou renseignement d'origine source ouverte. Source ouverte veut dire pas réseau privé. Donc, par exemple, un compte Instagram sur un réseau privé, ça fait pas partie de l'OSINT parce que l'OSINT, c'est tout ce qui est ouvert. Sachant que vous pouvez aussi creuser un peu plus loin. Quand vous faites de la recherche, vous pouvez accéder à des forums donc privés qui sont protégés par un espace de connexion. Et du coup, c'est plus de l'OSINT, mais ça reste de l'OSINT dans le sens où le réseau est quand même accessible. Par exemple, si vous piratez une base de données et que vous récoltez de l'information dans une base de données, c'est plus de l'OSINT. Ensuite, on va passer au scan réseau basique. Ça, c'est Nmap, c'est la base. Ça, tout le monde peut le faire. Taper des lignes de commande et mettre des flags sur un shell Linux, c'est simple. Le scanning fait partie de l'énumération. C'est quelque chose d'obligatoire dans les tests d'intrusion. Ensuite, on a les vulnérabilités web où là, on est sur quand même une difficulté de 2 étoiles. C'est facile à apprendre et relativement rapide dans le sens où si vous commencez par ça, vous y arriverez plutôt rapidement. Il faut s'entraîner, pratiquer. Pour moi, la clé dans la cybersécurité, ça reste la pratique. Mais il faut quand même aussi passer par des petites formations. Là, dans cette vidéo, comme le titre l'indique, c'est avec 0 €. C'est-à-dire que toutes les ressources que je vais vous montrer, vous n'avez pas besoin d'argent pour le faire. Là, je vais vraiment vous donner des liens gratuits pour commencer et démarrer dans la cybersécurité. Vous allez devoir payer à partir du moment où vous souhaitez atteindre une certification. Les certifications, c'est bien pour se faire reconnaître dans le milieu. Mais vous pouvez ne pas en avoir et quand même être très doué dans votre métier. Maintenant, on va passer sur l'exploitation de services classiques. Ça, c'est niveau 2, 2 étoiles, 3 étoiles. En fait, ça dépend de l'environnement dans lequel vous agissez. Des fois, ça va être facile d'y accéder, des fois, ça va être compliqué. On reste quand même sur quelque chose de relativement plutôt simple. Après, on a la post-exploitation basique Linux. Ça, c'est des choses que vous allez faire dans les CTF. Pareil, c'est facile dans le sens où vous allez juste entrer deux, trois lignes de commande de script et en fait, les scripts vont faire le travail pour vous. Pour ça que j'ai mis 2 étoiles parce qu'il n'y a pas besoin d'être en lumière pour pouvoir l'exécuter. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est si vous-même vous avez créé votre propre script d'énumération et si vous-même vous comprenez les systèmes Linux et que vous avez suffisamment de connaissances et de pratique pour le faire vous-même, là, on est sur du 2 étoiles, on est sur du 4 étoiles. Mais ça reste quand même quelque chose d'accessible au début. Ensuite, pareil, là, web, haute et session avancée, ça, c'est des choses relativement plutôt pour les intermédiaires. Mais ça reste simple, c'est un grand mot parce que je pratique depuis longtemps, mais dans le sens où quand vous allez pratiquer, 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 ça va rentrer facilement. Il faut vraiment que vous accordiez du temps dans la cybersécurité si vous souhaitez déjà atteindre ce niveau de 3 étoiles.
Si vous avez des bases en programmation, en développement et en informatique, réseau, vous partez déjà avec une ou deux étoiles en fait, en termes de niveau. Là, bah, c'est sur Active Directory, pareil, trois étoiles, j'ai pas grand-chose à ajouter, ça reste toujours le même principe. Pour le post-exploitation Windows, ça reste aussi le même principe, trois étoiles, rien à ajouter. Sachant que l'environnement Windows et Linux sont complètement différents, mais il y a des logiques qui restent les mêmes. C'est-à-dire que ça reste quand même des ordinateurs qui exécutent des programmes en mémoire et ceux-là, ils peuvent être codés dans un langage C, donc compilés de deux manières différentes pour un type d'environnement différent, mais sur Windows, ça sera un exécutable et sur Linux, ça sera un fichier ELF, ça sera quand même un exécutable. Ce que je veux dire par là, c'est que le principe racine reste le même. Ensuite, les web vulnérabilités chainées, en fait, c'est le mot chainé qui fait que ça reste, que ça devient de 4 étoiles, dans le sens où, quand chain des vulnérabilités, c'est un point A qui mène à un point B, qui mène à un point C, qui mène à un point D, pour avoir la finalité. Ça demande quand même pas mal de connaissances, dans le sens où, par exemple, sur certaines machines, on va devoir connaître le Java, le PHP et l'environnement Windows. Sur notre machine, on va devoir agir sur du Linux, sur du ASP.NET. Enfin, vous voyez, il y a tellement d'exemples différents que le fait que ça soit du 4 étoiles, c'est parce que on doit enchaîner des thématiques qui sont différentes. Mais si on les prend une par une et qu'on en fait des cas isolés, pour moi, ça restera seulement du 2 étoiles. Ensuite, on va parler de l'évasion antivirus. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. On commence à rentrer dans le dur parce que c'est du bas niveau. Donc, tout ce qui est bas niveau, c'est quand on va parler à la mémoire, parler au CPU, parler en assembleur, parler en C. C'est qui reste quand même plus haut niveau que l'assembleur, mais on va vraiment dans les bas-fonds de l'informatique. Donc, c'est quelque chose pour moi, là, quand vous commencez à taper dans ce niveau-là, c'est que vous êtes quelqu'un d'expérimenté et que derrière, vous pourrez faire énormément de choses. Ensuite, le mobile pen test. Là, je parle pas de faire des tests d'intrusion sur des applications APK ou iOS ou intercepter des requêtes pour essayer de pirater une application. Là, on parle vraiment de rentrer dans le système Android ou iOS pour le jailbreak ou pour le router, créer des rootkits. Là, on arrive sur des sujets qui demandent énormément de capacité en informatique. Pareil pour le reverse engineering, ça c'est le Graal, dans le sens où on va devoir apprendre à décompiler des exécutables. Donc les exécutables, c'est des programmes qui sont exécutables, comme le nom l'indique, et que seule la machine peut comprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que entre quelqu'un qui va faire du reverse engineering et quelqu'un qui va analyser un code source ouvert, comme en PHP par exemple, le reverse engineering, c'est vraiment un niveau plus dur en hacking parce que ça demande de comprendre tous les principes de la pile d'exécution, tous les principes de bas niveau. Et ça demande énormément d'heures de formation. Mais pareil, ça c'est gratuit, c'est accessible gratuitement, les gars. Si vous payez des formations à 3 000 euros, vous faites avoir. Sauf si c'est pour avoir une certification derrière. Ou alors si vous êtes sur une formation qui est très spécifique, vous êtes obligé de l'acheter parce que elle n'est pas disponible en contenu gratuit. Mais aujourd'hui, avec l'IA, tout est gratuit, tout est accessible. Donc vraiment, si vous mettez de l'argent dans la cybersécurité, ça serait pour avoir des certifications et vous faire un petit portfolio sympathique. Ensuite, on va voir les protocoles et services indispensables à connaître en pentest. Donc là, je les ai listés, je vais pas les énumérer à l'oral puisque de toute façon, cet article, il va être mis à jour. Donc, quand vous verrez la vidéo, il y aura peut-être plus de contenu. Mais voilà, ça, c'est des principes que vous devez connaître par cœur. Et si vous les connaissez pas, eh ben, faut les connaître. Donc là, j'ai rédigé un plan d'action sur le site web. Peut-être qu'il va être mené à changer. Je pense que la roadmap là que je vous ai rédigée va vous permettre de démarrer très très rapidement dans la cybersécurité sans passer par des formations de 30 heures qui sont interminables et où à la fin vous comprenez rien, vous avez envie de dormir. Déjà, pour commencer, faut comprendre le hardware. Vous devez savoir comment fonctionne un ordinateur, le hardware. Qu'est-ce que c'est? Vous devez savoir comment fonctionne une carte mère, à quoi sert un CPU, les cartes graphiques, la mémoire vive, le disque dur, le SSD, etc. Il y a plein de vidéos. Là, je vous ai mis une vidéo, mais je vous invite à chercher par vous-même d'autres types de contenus. Ensuite, le conseil pour moi le plus important de cette vidéo, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous apporter parce que dans les autres vidéos, ils en parlent pas, c'est apprendre le C. Pourquoi le C et pas un autre langage? Parce que le C est un langage qui parle au bas niveau. Ça veut dire que quand vous allez coder en C, vous allez faire face à des problèmes que dans les langages de haut niveau comme le Python, le PHP, vous verrez pas. C'est-à-dire que c'est bien d'apprendre le Python, mais le Python, le problème, c'est que tout est servi sur un plateau. On va vous donner des librairies gratos, vous allez faire vos imports en une seule ligne. Derrière, vous allez coder en 4 lignes, vous allez faire un programme qui va marcher directement. Donc le Python, c'est bien pour réaliser des choses rapidement, mais le C va vous permettre d'être plus intelligent. Après, bien sûr que vos exploits, quand vous allez les coder, vous n'allez pas les faire en C. Vous allez perdre trop de temps avec le C. Mais je vous conseille, je vous recommande d'apprendre le C juste pour vous mettre dans une difficulté. C'est important pour vous de comprendre
apprendre comment fonctionne un programme informatique. Et le C, il n'y a pas mieux. Open Classroom, anciennement, ça s'appelait le site du zéro. Donc moi, j'avais commencé par là. Une fois que vous avez appris à coder un petit peu en C, il va falloir maîtriser le shell Linux et le bash. Le shell Linux, c'est l'invite de commande. C'est sur lequel vous allez passer la plupart de votre temps. Pourquoi le shell? Parce que le shell vous permet de rediriger des flux. Exemple, là, je suis sur Kali Linux. Je vais ouvrir un shell. Si je fais echo 1, c'est une commande qui me permet d'afficher 1. Maintenant, echo 1, je vais rediriger le flux dans un fichier echo.txt. Donc, si je fais 4 echo.txt, vous voyez, j'ai la data du chiffre 1. En gros, il faut absolument que vous maîtrisez le shell parce qu'avec ça, vous allez faire de la redirection de flux. En hacking, vous allez passer votre temps à faire ça. C'est-à-dire à taper des commandes, les rediriger sur un flux, puis les rediriger sur un autre flux. Et derrière, ce chain s'appelle le chain pour enchaînement. Cet enchaînement va vous permettre d'accéder à des systèmes. En fait, le piratage, il réside sur le fait d'enchaîner des instructions pour derrière accéder au système. Une fois que vous maîtrisez le shell Linux, donc avec le lien que je vous ai laissé, il va falloir installer Kali Linux. Moi, j'ai mis Kali Linux. Pourquoi Kali Linux? Parce que tu démarres, c'est comme une Ferrari, tu mets le coup de clé dedans, bam, tu démarres, bam, ça avance direct. Après, vous pouvez, il y a d'autres distributions, il y a Black Hat Linux que j'ai déjà essayé d'ailleurs, il y a Parrot OS, il y en a plein. Vous pouvez même être sur Ubuntu et installer vos propres outils. Personnellement, je préfère aller sur Kali. Pourquoi? Parce que la plupart des gens l'utilisent et du coup, quand vous allez résoudre des problèmes, la plupart des gens qui postent des tutoriaux, ils sont sous Kali Linux, du coup, vous avez les mêmes outils qu'eux, du coup, vous n'avez pas besoin de passer des temps à installer, à bidouiller. Si vous kiffez bidouiller, bah, passez sur la distribution que vous souhaitez. Pour Kali Linux, je vais quand même vous montrer un truc, c'est que lorsque vous cliquez sur Download, il y a plusieurs choses à connaître. Il y a la virtual machine et il y a l'installeur image. Ce qu'il y a ARM, mobile, tout ça, on oublie. Il y a aussi le WSL. WSL, ça peut être bien si vous êtes sur Windows, que vous voulez avoir un Kali Linux directement dans le shell. Ça, c'est top. Ça va être super rapide. Par contre, il y a une petite contrainte, c'est que si vous voulez vous faire du hacking de Wi-Fi, utilisez des dongles Bluetooth, par exemple, pour faire du spoofing Bluetooth. Tout ce qui est physique, vous n'allez pas pouvoir le faire parce que WSL n'a pas accès à la couche basse de l'ordinateur. Or, la virtual machine, elle a accès à la couche basse. Nous, on veut accéder à la couche basse de l'ordinateur. Le mieux reste en natif quand même parce que vous avez du coup accès à la couche basse de votre ordinateur avec Kali Linux. Là, c'est vraiment le top du top. Après, le problème, c'est que si vous connaissez pas Linux, vous n'êtes pas à l'aise avec Linux, quand vous allez vouloir installer un programme, il va falloir aller chercher des tutos ou demander à une IA. Et en virtual machine, ça vous laisse aussi la possibilité de rester sur votre OS préféré et accéder à vos logiciels que vous pouvez pas mettre sur Kali Linux, car Kali Linux, faut pas oublier qu'il y a des logiciels qui sont pas fonctionnels sur Kali Linux. Et là, vous me direz, mais pourquoi tu mets pas Wine? C'est vrai, on peut mettre Wine, mais Wine présente certains bugs des fois. Bon, une fois que vous avez fait tout ça, les gars, il va falloir déployer votre propre serveur web. Pourquoi le serveur web? Parce que la plupart des vulnérabilités sont sur des sites web. Donc, il faut quand même créer un serveur web chez vous. Mais c'est pas obligatoire. En vrai, vous pouvez passer outre cette indication-là. Mais pour les gens qui veulent tryhard, apprendre à configurer un serveur web, ça vous permet derrière de le contourner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le hacker, c'est quoi? C'est un bidouilleur. Et un bidouilleur, il doit connaître d'abord le système avant de le contourner. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette histoire de cambrioleur, le hacker, c'est un cambrioleur. Le développeur, ça va être un architecte. Le cambrioleur, si sait pas comment fonctionne l'architecture, ben, ça va être compliqué de rentrer dedans, vous voyez. Ok, maintenant on va passer à la pratique. Vous allez aller sur TryHackMe, vous allez créer un compte. Vous allez sur RootMe, vous allez créer un compte. Vous allez sur PicoCTF, vous allez créer un compte. Et Hackthebox, pareil. Pourquoi? TryHackMe, c'est très bien parce que c'est guidé. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de cybersécurité ou qui ne se sont jamais intéressés à la cybersécurité, vous allez être guidé. RootMe, c'est un peu plus complexe parce que vous n'êtes pas forcément guidé. Donc, il va falloir rechercher par vous-même. Mais ça va vous permettre de vous creuser les méninges. Aujourd'hui, on est dans une ère où il y a l'IA, il y a Claude. Donc, pour RootMe, vous allez utiliser Claude si vous n'y arrivez pas. Avant, ce qu'on faisait sur RootMe, c'est qu'on lisait la documentation de A à Z, mais c'était super long. Donc, du coup, les challenges se faisaient plus longuement. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout va vite. Donc, c'est bien de comprendre, mais c'est bien aussi, des fois, de comprendre vite et pas de passer 3 heures sur une documentation qui peut résoudre vos problèmes en 3 minutes. Je vous invite toujours à être accompagné d'une IA quand vous faites vos CTF ou vos challenges. Sinon, vous allez passer beaucoup trop de temps et on est dans une industrie qui va très vite. Pico CTF, c'est très très bien. C'est un petit peu comme Try Avec Me, c'est guidé, c'est bienveillant. Par contre, c'est en anglais, donc ceux qui savent pas parler anglais, c'est un conseil, apprenez l'anglais. Mais si vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'avez pas de notion d'anglais, n'allez pas sur Pico CTF. Hack the Box, pour moi, c'est le must-have.
des CTF. Les boîtes, il y a énormément de contenu. Les boîtes sont tout autant différentes les unes des autres. Elles sont faites par plusieurs personnes différentes. Donc on retrouve pas les mêmes problématiques à chaque fois. Donc c'est vraiment bien. Voilà, au niveau des chaînes YouTube, je vous ai mis les ressources. De toute façon, cet article il va être mis à jour. Donc quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir, il y a du contenu qui va être mis à jour régulièrement. Ensuite, une fois que vous avez fait les try hack me, etc., que vous commencez à être bien, vous allez commencer à construire votre présence sur les réseaux sociaux, notamment sur GitHub, à faire des write-up dessus. Si vous cherchez du travail, ça, derrière, ça va être bien parce que le recruteur qui connaît la cybersécurité un minimum, il va pouvoir voir ce que vous avez fait. Ou alors créer votre site web comme moi j'ai fait. Dès que vous trouvez une faille ou quelque chose, mettez-le en ligne. Comme ça, vous êtes le premier. C'est une preuve sociale de vos compétences. Et aussi, rejoignez des serveurs Discord. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous partager cette valeur parce que peu de gens le font. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur YouTube, à partager avec vous, à créer une petite communauté sur la cybersécurité. Et ce qu'il faut retenir aussi que j'avais dit en début de vidéo, c'est choisissez votre chemin. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne soirée et à bientôt.